Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Vous regardez Hebdo Show Algérie, toujours sur Al24 News. On poursuit donc notre séquence. Messieurs, on va réafficher un tableau derrière vous. Exactement, on va revenir très sur bien. ce tableau. Merci, Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Et c'est à vous que je vais donner la parole justement, Mehdi, pour faire le comparatif entre ces 6 pays. C'est facile, vous avez 1 fois 14. Vous passez des USA, où on est à 14 millions de barils par jour, à l'Algérie à 1,1 million de barils par jour. Et vous voyez la différence en coût, en dollars. On passe de 0,835 $, donc de 0,83 centimes à 0,36 centimes quand vous faites la conversion. Donc vous divisez, vous êtes tous des très bons techniciens en mathématiques, vous voyez la différence entre le taux de conversion et justement le taux de vente du prix de carburant. Tous ces pays-là, les 6 pays qui sont sur ce tableau-là sont les 6 pays producteurs, plus grands producteurs de pétrole. Donc vous avez les USA, l'Arabie Saoudite, la Russie, le Koweït, l'Irak et l'Algérie. L'Algérie, sur ces 6 pays, c'est celui qui produit le moins. D'accord? Et c'est par contre celui où ça coûte le moins cher, le carburant. Donc il faut peut-être se poser les bonnes questions. Il faut aussi savoir une chose, c'est que tout ce qui est subventionné par l'État, c'est pour le consommateur. C'est pour le peuple. C'est toujours dans l'idée justement d'aider les concitoyens à vivre avec des prix bas pour les produits de première nécessité. Le carburant fait partie parce qu'on va travailler avec le carburant, on accompagne sa famille avec le carburant et ainsi de suite. Quand vous faites par exemple avec un autre comparatif avec la Russie. Donc la Russie est un pays qui produit 9 fois plus de barils de pétrole que nous par jour, de millions de barils de pétrole par jour. Ils sont à 0,83 centimes,4, nous on est à 0,36, donc x 3. Je parle en dollars, d'accord? Si c'est un coût de revient en dinars, on passe de 107 dinars, ce que devrait coûter le véritable prix en Algérie si on suivait le calcul russe. Pour le Koweït, c'est exactement la même chose. Enfin, je ne sais pas comment on ne peut pas comprendre que l'Algérie, justement, est au plus proche de ses concitoyens avec des subventions où on ne paye que 25% du coût réel du prix du carburant. C'est ça qu'il faut dire et marteler pour que les gens le comprennent bien. On ne paye que 25% de la valeur réelle du carburant en Algérie. L'essence, Mahdi, je parlais tout à l'heure du top 10. En fait, l'Algérie est dans le top 6. Ça veut dire qu'elle est le 6e pays au monde où l'essence est le moins cher. C'est l'Iran qui vend donc le pétrole le moins cher, qui est également subventionné en Iran, 0,02 $. La Libye, et puis ensuite, presque au même niveau, le Venezuela, l'Angola, l'Égypte et puis l'Algérie. Donc c'est un pétrole qui, effectivement, comme l'a expliqué Badis et Mahdi, c'est parmi les plus chers au monde. Et donc ça ne sert à rien de faire beaucoup de polémiques sur la hausse des prix. Les polémiques profitent à certains. Absolument, profitent à certains. Absolument, et ceux qui donc ont été écartés de la rente ces dernières années. L'explicatif, le tableau qui est présenté ici est la meilleure réponse à ceux donc, qui doutent et qui, à chaque fois, essaient de semer les doutes. Ce tableau ferme, je vais être très... Clôt le débat. Clôt le débat et ferme des bouches. Hein. De toute façon, ce tableau est limpide. Donc à un moment, il faudrait juste savoir lire des chiffres. Après, si ces personnes qui sont là toujours à semer la discorde et la zizanie savaient lire des chiffres, ça serait un autre sujet. Mais bon, je pense pas que ça soit de leur niveau intellectuel. Mais il faudrait peut-être, je pense, messieurs, à mon humble avis, il faudrait peut-être sensibiliser la population par rapport à ça. Peut-être expliquer les choses. Bon, Après, on ne peut pas être plus clair que maintenant, mais c'est pas tout le monde qui nous regarde, donc peut-être qu'il faudrait expliquer les choses différemment. Il est évident que ce tableau est très explicatif. Voilà. Il est évident que ce tableau est très explicatif. Mais honnêtement, Nouad, souvent ceux qui essayent de semer cette discorde, justement cette incompréhension, ils sont de l'autre côté de la rive. Ils vivent même pas en Algérie, donc ils connaissent même pas en fait les bases, les conditions dans lesquelles vivent les Algériens. Donc ils se permettent de raconter des bobards, des inepties, mais encore une fois, la réalité, elle est là. Et d'ailleurs, je rappelle que l'Algérie, quand elle couvre ce gap, elle couvre des charges, normalement, qui sont censées être à la charge du consommateur. Sauf que l'Algérie préfère, encore une fois, maintenir ce pouvoir d'achat, maintenir cette couverture pour permettre, encore une fois, cette stabilité, mais surtout aussi ce confort de vie donné et offert au peuple algérien. Pour parler de l'Arabie Saoudite, un pays que je connais bien, pour y avoir vécu, 0,62 $,
Ça, c'est pas le vrai prix. C'est-à-dire, le vrai prix, c'est 1,29 $ en réalité, parce qu'il est ajusté sur les marchés mondiaux. Oui. Ce n'est pas un prix stable. En Arabie Saoudite, on n'a pas un prix tous les stable. jours, ça La fluctue. moyenne de l'Arabie Saoudite, c'est 1,29 $. Ça fluctue tous les Parce jours. qu'il y a le 91, Ça, il y a c'est le une moyenne de ce pays. 95 et le 98. tableau- Donc nous sommes en train de parler d'assez, même pas la moyenne, il est plus élevé que ça. Parce que je connais un petit peu le pays. Autre chose, ça reste, en dépit du fait qu'on dit que l'Arabie Saoudite, c'est un pays où le prix du carburant est relativement bas, il reste quand même supérieur à celui de l'Algérie. C'est Exactement, étonnant. c'est ça. En dépit du alors fait qu'il est 10 fois plus, il a 10 millions de barils de plus par 9 Absolument, millions. absolument. Il produit 9 millions de barils de pétrole par jour en plus que l'Algérie. Et il faut faire attention parce que les c'est ça le prix problème. diffèrent en Arabie Saoudite. C'est pas 0,62, c'est 1,29 $. Parce qu'il y a 3 types de carburant. Oui. Nous, on avons le diesel, eux, ils l'utilisent aussi, mais il est encore plus cher parce qu'il est ajusté sur les prix des marchés mondiaux. Donc forcément, nous, c'est un prix stable. Et c'est cela la différence. Par rapport à un Saoudien dont le salaire de base est de 4 000 riels, c'est-à-dire même pas 1 000 $, donc ça fait un peu trop par rapport à l'Algérien qui est subventionné. En Arabie Saoudite, on ne subventionne pas. C'est-à-dire dans l'ensemble, on ajuste justement les prix, mais on ne subventionne pas. Et c'est ça la différence entre l'Algérie. C'est-à-dire même quand on est de loin, même sans être algérien, on regarde la réalité des prix en Algérie, on trouve que on fait trop de, comme on dit, du social, encore moins du providentiel. Et c'est cela, quand on revient au discours du président, on trouve que le citoyen a été au cœur de ce discours-là et non pas la réalité du monde, mais plutôt le citoyen algérien. C'est pour ça que ce tableau-là est explicatif et il est clair. Merci Kamal Mansari. Merci messieurs pour tous ces détails donc, concernant ce tableau. On passe tout de suite à l'œil d'Alger. L'année 2025, nous le disions au tout début de cette émission, a été donc une année positive pour l'Algérie, marquée par d'importantes réalisations donc pour notre pays. Et je pense, messieurs, que bon, on a déjà fait le tour concernant les réalisations économiques. Faisal, vous avez parlé de réalisations diplomatiques. Moi, je voudrais qu'on parle de ce tournant qu'a eu l'Algérie, de ce... Oui, c'est ce qu'on va dire. Elle s'est tournée, l'Algérie, vraiment, vers l'Afrique. Ces réalisations vers le continent africain, cette coopération africaine. Et je voudrais tout d'abord qu'on parle de l'IATF, l'intensification donc de l'action en faveur de l'intégration continentale avec l'organisation de l'IATF qui a eu lieu donc en 2020. En septembre 2025, l'Algérie s'est retenue encore plus vers l'Afrique parce que c'est le plus grand pays d'Afrique actuellement, point de vue superficie. C'est un pays, une économie émergente, troisième économie de l'Afrique, deuxième armée de l'Afrique, mais également un pays qui consolide ses relations avec les pays africains. Vous avez évoqué effectivement l'IATF, qui est donc la foire commerciale interafricaine qui a eu lieu en septembre 2025 et qui a été conclue par plus de 40 milliards de dollars d'accords et de contrats avec les pays participants. 48 milliards. 48 milliards pour être précis, Nouhad, 48 milliards de dollars. C'est un chiffre record, jamais enregistré lors des 3 précédentes éditions, et ça a consolidé effectivement cette relation avec l'Afrique. L'Algérie a abrité plusieurs grands événements africains cette année, la conférence sur les startups, et l'Algérie maintenant est le leader locomotive en matière de startups en zone africaine. Un autre rencontre sur la production pharmaceutique. L'Algérie aussi est considérée comme un grand producteur de médicaments actuellement en Afrique. Et qui représente 30% de l'industrie 30% effectivement de la production pharmaceutique en Afrique. Et aussi, c'était un grand mouvement diplomatique, Nouhad, 2025, parce que si on parlait de l'IATF, plusieurs chefs d'État africains ont participé, dont le président tunisien Kais Saïd, le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, le président Mohamed Idriss Déby du Tchad, le président Mohamed Younes El-Menfi, qui est président du Conseil présidentiel libyen, le président Mnangagwa de Zimbabwe et le président aussi de la République arabe sahraoui Ibrahim Ghali, ainsi que le premier ministre du Burundi. Et il faut noter seulement, durant cette année 2025, il y a eu presque 15 chefs d'État
et de gouvernements qui ont visité le pays, à commencer par le sultan Hatem Ben Tariq d'Oman en mai 2025, le président Joseph Aoun du Liban en juillet, le président Emerson donc, du Zimbabwe en juillet, le président Loukachenko de Biélorussie à la fin de l'année, le premier ministre de Vietnam, le président de Somalie aussi, Hassan Sheikh Mahmoud, et d'autres chefs d'État du gouvernement. Ça veut dire que l'Algérie, contrairement donc, à ce qu'il dit ici et là, n'est pas un pays isolé, c'est plus un grand pays où il y a un chassé-croisé diplomatique qui consolide la position de l'Algérie sur le plan international, d'autant plus que le rôle joué par l'Algérie au sein du Conseil de sécurité en tant que pays non permanent a été salué même par les experts les plus objectifs quant au rôle joué par l'Algérie pour la défense des causes justes. Faisal Matawi, toi tu es une personne bien éduquée, tu es une personne sage, avec beaucoup d'expérience. Et tu l'as dit de ta façon, moi je vais le dire de la mienne, l'Algérie a fermé beaucoup de bouches pendant l'année 2025. Voilà, d'accord. L'Algérie a montré que c'était le phare de l'Afrique et qu'elle a repris son rôle de grand frère de l'Afrique, de leader de l'Afrique, en justement organisant des séminaires, en organisant des sommets, en organisant des salons en Algérie où elle a invité tout le monde, où tout le monde s'est senti à l'aise, où tout le monde s'est senti bien accueilli en Algérie. Et il y a eu, comme tu l'as si bien dit, le sommet de l'IATF avec plus de 48,5 milliards de dollars d'échanges commerciaux, d'accord, en seulement 6 jours, donc ça a été un succès phénoménal. Alors que l'objectif initial était fixé à 44 milliards. Voilà, alors que l'objectif initial était estimé à un peu plus de 41 milliards, où on nous a annoncé comme quoi l'Algérie n'allait pas réussir, parce qu'au début il y a eu une sorte de fake news qui avait été lancée, comme quoi l'Algérie ne serait pas prête à temps. L'Algérie a fermé des bouches, où l'Algérie a accueilli, réuni et fait du business avec tous les pays africains. Ça s'est passé d'une manière exceptionnelle. Le président a reçu ses convives et les autres dignitaires africains ont été reçus dans des conditions exceptionnelles. Tout le monde est parti ravi de l'IATF, tout le monde est parti ravi du séminaire sur les startups, tout le monde est parti. Le président a mis la main à la pâte pour le succès justement de ce grand congrès de l'IATF. Je souhaite bonne chance à la prochaine ville. Je crois que c'est au Cameroun, il me semble. Je crois que la prochaine, je sais plus. Nigeria, Abuja. Abuja, Nigeria, voilà. Excusez-moi. Donc je leur souhaite bonne chance pour la prochaine édition. Mais l'Algérie a repris son rôle de leadership africain, a repris son rôle justement de grand frère de l'Afrique pour montrer la direction. Et surtout, le président l'a dit lors de ses discours, l'Afrique aux Africains. Voilà, c'est ça qui est important. L'Afrique, on n'a pas besoin de matière grise de l'étranger. On peut se débrouiller entre Africains pour faire évoluer notre continent, parce que nous sommes Africains. Alors les réalisations justement de l'Algérie durant l'année 2025, on y revient dans ce sujet signé Sofiane Baroudi, regardez. 2025 a été l'année de la poursuite des objectifs stratégiques en Algérie. La sécurité hydrique est au cœur des préoccupations. Le président algérien a inauguré plusieurs stations de dessalement d'eau de mer dans de multiples wilayas, réalisées par l'expertise et des capacités techniques exclusivement algériennes. La lutte contre le stress hydrique avance à grands pas, permettant également d'avancer sur le terrain de la sécurité alimentaire, un autre cheminement stratégique de souveraineté. À ce propos, l'agriculture enregistre une nette progression depuis quelques années et confirme la bonne santé de l'économie nationale renaissante. La relance du secteur national productif fait également des progrès visibles dans les rapports internationaux inhérents ainsi que dans différents événements nationaux. À l'instar de la foire de production algérienne, la part de l'industrie dans le PIB a augmenté jusqu'à atteindre 10% du PIB. Avec pour perspective la promotion des exportations principalement à destination de notre continent, les grands projets stratégiques structurants sont en voie de finalisation, tels que la ligne ferroviaire devant relier le complexe minier de Garajbilet à Oran sur 950 km. Celui-ci devrait être inauguré à la fin du mois en cours, transformant une projection historique en une réalité tangible et favorisant le développement durable et l'intégration régionale. Dans ce sillage, l'IATF 2025 a sans conteste été un événement économique majeur pour l'Afrique, permettant une mise en réseau des acteurs économiques en plus de son aspect commercial et de son impact financier. L'IATF d'Alger a été un rendez-vous diplomatique majeur et une rampe de lancement, traçant un cap géopolitique pour une Afrique résolument tournée vers son avenir.
Sans oublier son passé et attaché à sa mémoire, Alger a réuni les peuples africains pour réitérer leur condamnation du colonialisme et exiger la reconnaissance et les réparations légitimes suite aux innombrables crimes coloniaux perpétrés sur le continent par des puissances européennes. Alger a également redoublé d'efforts dans le soutien à l'essor de la jeunesse et de l'économie de la connaissance. L'African Startup Conference a été le lieu de rencontre entre l'innovation, la jeunesse et le développement. Dans la droite ligne de son engagement historique au sein des institutions africaines, l'Algérie a supporté les projets de la libre-échange continentale de la ZLECAf au projet d'infrastructure, en passant par la lutte contre le fléau terroriste et son financement et en cheminant aux objectifs de l'Union africaine. À ce propos, Selma Malika Haddadi, diplomate algérienne, a été élue avec mérite à la vice-présidence de la Commission africaine et au rang à abriter les travaux de la conférence africaine sur la paix et la sécurité. Enfin, le mandat de l'Algérie comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU a touché à sa fin après d'innombrables batailles menées à la tribune des Nations Unies en défense des droits fondamentaux des peuples opprimés en Palestine et au Sahara occidental et du droit international particulièrement malmené et une charte bafouée en temps de génocide. Et l'Algérie, à travers son illustre représentant, l'ambassadeur Ammar Benjama, élu personnalité diplomatique de l'année, n'a ménagé aucun effort afin de plaider la réforme profonde des institutions multilatérales, la justice et l'équité pour les peuples et les causes justes dans un système international en crise existentielle. Voilà donc un sujet réalisé par Sofiane Baroudi comme au commentaire Narimen Zekar. Donc autant d'événements qui ont marqué donc cette année 2025 et qui ont rendu cette année 2025 positive pour l'Algérie. Ce qui marque effectivement cette effervescence, notamment de la diplomatie algérienne, une diplomatie qui s'est hissée sur le sommet de la diplomatie mondiale, dois-je dire, mais surtout aussi une diplomatie constante, une diplomatie cohérente, une diplomatie de principe, une diplomatie qui insiste sur la primauté du droit international, que le droit international n'est pas un menu à la carte, et elle le fait savoir, ne serait-ce qu'à travers les 2 années au Conseil de sécurité, où jamais, au grand jamais, certaines causes justes l'ont vu, un soutien planétaire, et c'est pas chauvin de le dire, un soutien planétaire. J'évoque la cause palestinienne à titre d'exemple, où on a vu un isolement sidérant, notamment de l'entité sioniste. On a vu une Algérie battante, combative, une Algérie vaillante, une Algérie digne, qui défend les causes justes et notamment les peuples opprimés et colonisés. Nous avons vu la rédaction, l'initiation de beaucoup d'initiatives en matière de résolution qui ont été pour pas mal adoptées. Donc on va bien, au même titre que d'ailleurs le Sahara occidental, dans lequel l'Algérie défend, encore une fois, le droit d'un peuple opprimé, le droit d'une dernière colonie d'Afrique à être libérée et indépendante. On a, là aussi encore une fois, une diplomatie en adéquation avec l'idéologie, la doxa diplomatique algérienne, à savoir l'altruisme pragmatique au service des pays amis, au service du peuple du monde. Je note seulement rapidement, Nouhed, que le diplomate Ammar Benjama a été décoré par le président Abdelmajid Tebboune la médaille de mérite national Al-Ashir. L'ordre du mérite national. L'ordre du mérite national pour tous les efforts qu'il a fait. Médaille amplement méritée. Mérité absolument. Et l'image de M. Benjama avec les photos des victimes, des enfants tués par l'entité sioniste. Ça sera l'image de l'ONU. Oui, ces images ont fait le tour du monde en 2025. D'accord. Et il a été désigné diplomate de l'année de l'ONU, par l'ONU elle-même, par les électeurs du monde entier qui ont voté Ammar Benjama diplomate de l'année au sein de l'ONU. C'est mérité. Ça a été dans le VTR, ça a été dit. Ça a été dit dans le VTR, exactement. Alors messieurs, on va passer à un autre sujet, toujours un sujet de tension donc au niveau international. On va parler à présent de la situation au Yémen qui se complique davantage en ce début d'année 2026. Nous assistons à une véritable escalade des violences dans le sud du Yémen. La volonté séparatiste soutenue manifestement par les Émirats Arabes Unis a fini par faire réagir le puissant voisin saoudien. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Akram Khrieff, journaliste des questions de sécurité et de défense et fondateur du site MENA Défense. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et de participer donc à l'émission. Alors Akram Khrieff, on a assisté à de nombreuses frappes militaires ces derniers temps. Oui, on a assisté en fait à une offensive dans la région de Hadramaut qui a été faite par l'armée de proxy séparatiste soutenue par les Émirats Arabes Unis avec une jonction qui a été faite entre les régions qu'elle contrôlait
préalablement qui était à l'extrême sud du pays, vers le nord, vers justement la frontière saoudienne. Il y a eu une vive réaction saoudienne. L'Arabie saoudite a bombardé un convoi d'armement dans le port de Mubtala. Il y a eu aussi une offensive lancée par les alliés de l'Arabie saoudite sur le terrain qui ont fini hier par reprendre pratiquement tous les territoires qui avaient été perdus et donc qui permettent une mise à l'échec du Yémen, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis qui ont fini par accepter de quitter le pays sur ordre, sous ultimatum saoudien. Et c'est très très intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est de constater que ça va avoir des répercussions aussi sur la mer Rouge et sur le golfe d'Oman, puisque les Émirats arabes unis sont désormais persona non grata sur l'île de Socotra, qui était une île stratégique pour ce pays, qui voulait en faire une sorte de porte-avions fixe en face du Yémen et en face de l'Éthiopie et de la Somalie. Ils sont en passe de perdre cette île. Une cargaison d'armes a été refoulée il y a quelques jours. Des officiers yéménites ont dû quitter, des officiers émiratis ont dû quitter précipitamment l'île. Mais Akram Khrief, concrètement, quel est l'objectif des Émirats arabes unis au Yémen? Les Émirats ont un objectif clair. Le premier étant de couper un accès à la mer d'Oman pour l'Arabie saoudite. Et le second est de, vraiment par dépit face aux Houthis, faire sécession et constituer une nouvelle entité, un nouveau Yémen Sud qui serait sous le contrôle d'Abu Dhabi. Donc ces deux objectifs-là, aujourd'hui, ont été mis en échec et tant mieux pour le Yémen. Très bien, mais au final, on sait très bien, il y a une autre information que l'on sait, hein, le Yémen est loin d'être la première cible d'Abu Dhabi, hein, je pense notamment à la Somalie, au Soudan, encore à la Libye, Akram. Tout à fait, on est en train de voir la constitution d'une sorte de corridor créé par les Émiratis qui va du sud du Yémen jusqu'au cœur, jusqu'à l'Éthiopie, donc à travers le port de Bosaso dans le Somaliland. On a une reconnaissance par l'entité sioniste, puis par Abu Dhabi de l'État, on va dire, fantoche du Somaliland qui s'est autoproclamé indépendant. On a depuis plusieurs mois dans la ville portuaire de Bosaso l'installation de l'armée émirati qui a désormais un port en eau profonde, un port militaire et une base aérienne. On a même vu l'installation de radars israéliens qui surveillent les départs de missiles Houthi à partir de Bosaso, donc juste en face du Yémen. Et comme je vous le disais, il y a une sorte de corridor qui est en train de se mettre en place pour acheminer armement et surtout pour extraire des richesses de la région du Soudan, du Nord-Soudan et du Sud-Soudan. Akram Khrief, bonsoir. Vous avez parlé du port de Bosaso qui est dans le Puntland et tous les experts militaires qui suivent un peu les événements soulignent la présence récente d'une antenne du Mossad, du service secret israélien, et les projets développés par les Émirats arabes unis ces derniers mois, maintenant dénoncés publiquement par un allié d'hier qui est l'Arabie saoudite, qui était d'ailleurs ensemble pour l'alliance au Yémen pour lutter contre les Houthis. Les Émirats arabes unis sont accusés de vouloir diviser le Soudan en créant un État dans le Soudan de l'Ouest, qui est très riche en diamants, en eau et également d'autres richesses. Ils sont accusés aussi de vouloir diviser la Libye en deux en créant un État dans l'Est libyen, accusés aussi de soutenir le Somaliland parce que dans le site du ministère des Affaires étrangères émiratis, curieusement, les Somaliens n'ont pas le droit de s'inscrire pour le visa, mais ils ont ajouté la République du Somaliland. Ça veut dire qu'indirectement, ils ont reconnu le Somaliland, reconnu récemment par l'entité sioniste. C'est le premier État, entre guillemets, qui reconnaît le Somaliland. Ma question, Akram, est-ce que vous pensez que les Émirats arabes unis, c'est le bras mécanique de l'entité sioniste dans la région arabe et africaine? Clairement.
Abu Dhabi est une sorte de financier géopolitique et de justificateur aussi, parce que de nombreux pays, notamment arabes ou à majorité musulmane, refusent de traiter directement avec l'entité sioniste. L'entité sioniste utilise Abu Dhabi justement comme sorte de poisson pilote pour pénétrer ces pays-là et pour s'y installer. Lorsqu'on voit aujourd'hui les intérêts de l'entité sioniste et ceux d'Abu Dhabi, ils sont identiques, notamment influencer les politiques locales, installer des hommes liges, généralement des militaires, et faire de l'extraction massive, en particulier d'or et de diamants, mais aussi garder un œil sur les hydrocarbures, secteur choyé par les Émirats arabes unis. Vous avez parlé de ces pays-là, il faut ajouter aussi certaines velléités d'Abu Dhabi sur la Mauritanie, notamment avec des tentatives d'approcher la gouvernance mauritanienne pour s'intéresser à l'or mauritanien. On les a vus essayer de s'activer dans la région du Sahel. On l'a vu récemment, on les a vus offrir une rançon faramineuse à un grand groupe terroriste dans le Sahel. Donc l'activité est plus que nuisible et elle est en totale concordance avec les visées politiques et géopolitiques de l'entité sioniste. Vous avez tout à fait raison de le dire. Moi, j'aimerais juste apporter peut-être un autre éclairage aussi, qui le vaut d'ailleurs, qui est très pertinent et très limpide, notamment sur la situation globale dans la région. Mais je tiens à rappeler que les Émirats, comme proxy de premier choix, puisqu'ils restent l'argentier d'un projet beaucoup plus pernicieux qui, lui, est assujet à un projet de fragmentation, notamment de l'entité sioniste qui a essayé, quelques années en arrière, de s'immiscer par la petite porte pour entrer au sein de l'Union africaine, et d'ailleurs, qui à l'époque l'avait empêché, en combinaison avec l'Afrique du Sud, c'est bien évidemment l'Algérie. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un projet de fragmentation, un projet de balkanisation de l'Afrique, diviser pour mieux régner, pour asseoir une hégémonie, notamment des Émirats, mais à travers les Émirats, c'est les donneurs d'ordre, donc l'entité sioniste, et vouloir mettre une empreinte, disons, de division et de chaos organisé. Moi, je rappelle aussi, au-delà du Yémen, si on va au-delà de la Corne d'Afrique, on va un peu plus vers l'ouest, vers le Sahel. Je rappelle, à titre d'exemple, le Mali, Goïta, qui, lui, a perçu des sommes importantes, pour pas dire extravagante de la part des Émirats arabes unis, d'abord à titre personnel, ensuite également à titre à dessein et pour un projet pernicieux contre son propre peuple, je rappelle. D'ailleurs, avec son comparse Modibo Koné, ils ont perçu ces sommes-là pour s'équiper en ce qu'on appelle le système Pegasus. Rappelez-vous, Pegasus qui a été utilisé, système d'espionnage et d'écoute, y compris contre des États censés être amis du Merzen, à savoir la France, y compris Macron. Système israélien. Un système israélien, oui. Absolument, qui a été justement financé par Goïta pour quoi? Pour espionner son propre peuple. Donc on voit bien qu'effectivement il y a collusion, il y a convergence, notamment sur un projet machiavélique. Et je rappelle pour finir les Émirats elles-mêmes qui, il n'y a pas si longtemps que ça, avaient payé plus de 60 millions de dollars pour une pseudo-libération d'otages à des groupes terroristes. Un principe que d'ailleurs l'Algérie, au passage, récuse et rejette sur le fond et sur la forme. Et je finirai, Nouhed, sur un autre point. C'est marrant de voir qu'il y a quelques mois en arrière, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait évoqué la dangerosité, la menace venant de cet émirat. Et d'ailleurs, sur le cadre, ça a été repris par tout le monde. Sur le cadre anecdotique, effectivement, dans l'aspect anecdotique, beaucoup de Saoudiens ont repris aujourd'hui cet extrait du président pour dire: vous voyez, l'Algérie était dans la prospective, était déjà dans la vision, elle était en avance sur 3-4 coups d'avance, notamment en matière de vision, mais en matière de lecture géopolitique et surtout géosécuritaire, parce qu'encore une fois, le projet est de déstabiliser le continent. Les médias saoudiens ont fait des reportages et ils ont fait des émissions où ils ont parlé du président Tebboune en disant qu'il a été précurseur, il a donné l'information un an à l'avance de quels étaient les desseins justement des Émirats arabes unis et quels étaient justement leurs desseins machiavéliques.
leurs dessins remplis d'aide pour des conflits armés et sanguinaires. Et justement, les Saoudiens se sont rangés du côté du président Tebboune en disant il avait l'information bien avant nous. Et quand on voit la haine, et je demande à la régie de mettre la une du Soir d'Algérie, du Khabar d'hier, du journal Khabar et du journal Soir d'Algérie d'hier, où il y a en première page où on voit vers la rupture. Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative actuellement qu'une rupture totale des relations diplomatiques entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. On y va tout droit parce que plusieurs fois le président a lancé des messages, justement là quand on le voit, ça c'était au sommet en Italie à Bari, au sommet du G20. Le président Abdelmajid Tebboune a prévenu plusieurs fois d'arrêter justement ces dessins machiavéliques et de cesser toute ingérence des Émirats arabes unis à travers l'Algérie, à travers tous les pays africains. Ils n'ont pas voulu cesser. Ça donne inéluctablement une rupture des relations diplomatiques qui n'est que très proche. C'est évident, c'est une évidence que la rupture est amorcée actuellement parce que les Émirats arabes unis ne veulent pas arrêter de faire de la zizanie partout là où ils vont. Je voulais poser une question à Karam Khalif, si vous permettez. Ce sera la dernière question pour Karam Dernière question par rapport à ce que disait Mahdi et Badis. L'Algérie avait dénoncé effectivement les agissements des Émirats arabes unis au Sahel. Il se trouve que curieusement... L'Algérie a dénoncé avant tout le monde. Avant tout le monde. Après, à travers son président de la République. Après, c'était le Soudan, parce que c'est ont découvert que les forces d'intervention rapide étaient soutenues militairement par les Émirats arabes unis qui ont utilisé l'île de Socotra que vous avez évoqué, Akram, pour entraîner des groupes armés, pas uniquement pour le Soudan, mais également pour d'autres pays du Sahel. Ils leur donnent des armes, ils leur donnent de l'argent, ils les envoient à travers les ports qu'ils contrôlent, une partie des ports qu'ils contrôlent. Ma question est de savoir, parce que ce que fait l'Arabie Saoudite, la dénonciation publique, parce que l'Arabie Saoudite a bombardé une cargaison d'armes qui était El Moukella, donc le port de Moukella, et a dénoncé, a demandé les Émirats arabes unis de quitter le Yémen. Est-ce que cette attitude, cette position de l'Arabie Saoudite, la dénonciation de l'Algérie, du Soudan, du Parlement britannique et américain, parce que le Congrès américain aussi dénoncé l'agissement des Émirats arabes unis dans ce qui se passe au Soudan, est-ce que cela va accélérer l'isolement des Émirats arabes unis? Elle était longue cette question, Très monsieur longue question, Akram Khalif. Je pense que si les initiatives restent unilatérales, pays par pays, je ne pense pas que cela mène à un isolement. Par contre, la création d'une sorte de front international contre les agissements des Émirats arabes unis ou appelant les Émirats arabes unis à plus comment dire, un rappel à l'ordre de ce pays-là, je pense que ça pourrait marcher. Je pense qu'il serait de l'intérêt de l'Algérie, ayant été précurseur justement dans la dénonciation des agissements de ce pays-là, de s'allier, de trouver des alliances pour contrer efficacement, en mutualisant les moyens financiers, humains, diplomatiques et même militaires s'il le faut, et acculer Abu Dhabi sur tous les fronts où elle se trouve. Je pense qu'il faut isoler les Émirats, pas en faisant des ruptures unilatérales ou dénoncer de manière unilatérale, mais en essayant de créer un front international contre ce pays-là. Très bien, merci Akram Khalif. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.